Haïti, histoire d'un État défaillant. Alors, je vous propose dans ce cours d'évoquer à grands traits l'histoire de l'État en Haïti, l'histoire d'un État défaillant. L'État défaillant, c'est celui dont les institutions instables sont dans l'impossibilité de fonctionner, de maintenir l'ordre public, de répondre à la demande de sécurité et de protection de la société. Cette situation est propice au développement de la criminalité organisée, au développement de formes parallèles et dangereuses de régulation. L'État défaillant ne peut garantir l'existence d'un État de droit. Cette situation, elle est également propice à l'intervention de la communauté internationale sous des formes plus ou moins importantes, sous des formes plus ou moins variables. Haïti peut être considéré par conséquent comme un État défaillant. Au moment où nous parlons, l'État haïtien n'est pas en mesure d'assurer la sécurité de sa population. Sa police est inefficace face aux gangs, son Parlement est inexistant parce qu'il n'y a pas d'élection pour désigner des parlementaires. Il n'y en a pas eu. Vraisemblablement, l'État ne serait pas non plus en mesure de défendre son territoire face à une menace extérieure. La présence incontrôlée de mercenaires, d'ailleurs, sur son sol, et l'assassinat récent du président d'Haïti le 7 juillet 2021 témoignent de la défaillance de l'État haïtien. L'État haïtien n'est donc pas en mesure de remplir ce que l'on appelle communément ses fonctions régaliennes. Un État rachitique, dit-on. D'après Léna Curbon, qui est un sociologue et un directeur de recherche au CNRS, l'État haïtien, je le cite, est le plus rachitique de l'hémisphère, puisque tout ce qui de près ou de loin fait référence à l'intérêt collectif, donc à la res publica, est systématiquement ignoré ou mis de côté et n'intervient nullement dans les préoccupations de ses dirigeants. Fin de citation. Pour comprendre ce rachitisme de l'État haïtien, sa trajectoire et vraisemblablement son fonctionnement, il faut en avoir une approche socio-historique. Quelles sont les conditions historiques de sa naissance? À quelles demandes répond sa création? Quelles sont ses caractéristiques? Quelles sont les continuités qui permettent de l'identifier comme un État défaillant? Cet État, à l'évidence, est né dans la violence. Violence coloniale, mais aussi violence anticoloniale. La violence coloniale, c'est celle qui s'exerce contre les Amérindiens, premiers habitants du territoire. Violence exercée d'abord par les colonisateurs espagnols, puis par les colonisateurs français. Alors, le territoire est peuplé à l'origine par des Taïnos, les premiers habitants. Ils avaient nommé leur île Haïti, c'est-à-dire terre de haute montagne. Christophe Colomb, lui, débarque sur l'île en 1492 et la baptise Hispaniola. Les Espagnols vont la nommer ensuite Santo Domingo. Les Espagnols vont soumettre les Caraïbes à des travaux forcés. Cette démarche va échouer. Elle va échouer et les populations autochtones seront alors progressivement décimées. Elles seront remplacées par des Africains qui seront mis en esclavage. Au XVIe siècle, Santo Domingo devient la métropole, le centre des colonies espagnoles du Nouveau Monde. L'île, ne rapportant plus d'or, va susciter moins d'intérêt pour les Espagnols. Alors, vers 1545, ils vont concentrer leurs efforts sur la partie orientale de l'île. Ce choix des Espagnols a pour conséquence d'attirer les convoitises des Français pour abandonner la partie occidentale, qui avait été désertée par conséquent par les Espagnols. Et sous l'impulsion du ministre Colbert, la colonie va prendre son essor. La première capitale de la colonie, le Cap, qui allait devenir plus tard Cap Haïtien, est fondée en 1670 par les Français. Et la partition du territoire, de fait, elle sera consacrée par le droit. Le traité de Ryswick de 1697 est signé entre l'Espagne et la France. Il accorde à la France la possession de la partie occidentale de l'île, qui est appelée désormais colonie de Saint-Domingue, qui sera la future Haïti, et puis l'Espagne conserve la partie orientale, la future République dominicaine. À Saint-Domingue, les Français continuent d'importer des Africains, qu'ils mettent en esclavage, sur les plantations de canne à sucre. La colonie devient le territoire français le plus prospère des Antilles. En 1789, à la veille de la Révolution française, la colonie de Saint-Domingue compte plus de 500 000 esclaves. On se soucie peu de cette masse. Cette masse qui va violemment manifester son opposition à l'exploitation et conduire finalement à la première révolution anti-esclavagiste de l'histoire du monde. Sous la conduite de leurs chefs, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Alexandre Pétion,
Les Noirs de Saint-Domingue mènent une guerre de libération exceptionnelle. D'ailleurs, le commentaire de l'intellectuel canadien Cedar James, dans l'édition de 1938 de son ouvrage Les Jacobins Noirs, ce commentaire sur cette révolution anti-esclavagiste est très éclairant. Je le cite: au mois d'août 1791, après 2 ans de révolution française avec ses répercussions à Saint-Domingue, les esclaves entrèrent en révolte. Leur lutte dura 12 ans. Ils mirent tour à tour en déroute les blancs locaux, les soldats de la monarchie française, une évasion espagnole et une expédition britannique de près de 60 000 hommes et un contingent français identique, commandé par le propre beau-frère de Bonaparte. La défaite des troupes napoléoniennes en 1803 permet l'installation de l'État nègre d'Haïti. Fin de citation de Cedar James. Alors, craignant de voir passer dans les mains ennemies la propriété de Saint-Domingue, le représentant de la Convention à Paris, le commissaire Santonax, il sera dépêché dans la colonie et il va proclamer la liberté des esclaves le 29 août 1793 dans la province du Nord et le 4 septembre dans la province du Sud. Le 2 février 1794, la Convention confirme alors cette déclaration et étend l'abolition à toutes les colonies françaises. Nous devons donc la première abolition de l'esclavage dans l'Empire français aux révolutionnaires de Saint-Domingue, on l'oublie trop souvent. Parmi les leaders de cette révolution, 2 noms désormais illustres émergent. D'une part, Toussaint Louverture. Il est né esclave le 20 mai 1743 et sera affranchi en 1776. Son obsession, c'est la liberté des Noirs. Après avoir accepté de combattre aux côtés des Espagnols qui ne tiennent pas, par conséquent, leur promesse d'abolition de l'esclavage, il va rejoindre le camp républicain français avec le grade de général de division, puis de gouverneur de la colonie. Il s'oppose victorieusement aux Anglais, il s'empare en temps de la partie espagnole et administre en toute autonomie la colonie de Saint-Domingue, ce qui inquiète Napoléon. Napoléon qui envoie une armée de 25 000 hommes le combattre. Le 7 juin 1802, il est capturé, déporté en France et meurt à Fort-de-Joux le 7 avril 1803. La guerre de libération se poursuit sans Toussaint, mais avec l'armée qu'il avait constituée et qui parvient sous la direction de Dessalines à vaincre les troupes françaises le 18 novembre 1803 lors d'une célèbre bataille connue sous le nom de bataille de Vertières. Cette victoire de l'armée indigène, comme on l'appelait à l'époque, est aussi celle de Jean-Jacques Dessalines, autre nom illustre de l'histoire haïtienne. C'est lui d'ailleurs qui va proclamer l'indépendance de Saint-Domingue le 1er janvier 1804. Saint-Domingue qui devient alors officiellement Haïti, première république noire libre. Peu de temps après, Dessalines sera proclamé empereur d'Haïti sous le nom de Jacques Ier. Né en 1758, Dessalines sera assassiné le 17 octobre 1806. Avec du recul historique, on peut dire, sans risque de se tromper, que l'implantation de l'État en Haïti est un échec. À l'exception de quelques parenthèses démocratiques, la situation politique d'Haïti correspond à une crise quasi permanente dont les causes sont multiples, à la fois endogènes et exogènes. L'État qui est proclamé en 1804 est marqué à la fois par l'inexpérience de ses dirigeants et par le mimétisme institutionnel. Les hommes qui prennent le pouvoir n'ont pas d'expérience politique autre que celle acquise sur les champs de bataille. Les dirigeants sont des anciens esclaves devenus des militaires, des stratèges et des chefs de guerre. Ils vont traduire dans l'arène politique des méthodes qui relèvent moins de l'activité politique pacifiée que du rapport de force, que de l'activité guerrière. Le face-à-face est permanent. La violence, elle est souvent l'instrument privilégié du règlement des conflits de pouvoir. Sans tradition politique locale auquel ils pourraient se référer, ces dirigeants se tournent résolument vers le modèle colonial français. Leur premier réflexe, c'est de mimer les institutions de l'ex-métropole, parfois de manière caricaturale. L'ouvrage d'Aimé Césaire, La tragédie du roi Christophe, en a une belle illustration. Ils copient le modèle métropolitain français, mais ignorent le fonctionnement réel des institutions françaises. Le premier dirigeant à illustrer cette tendance au mimétisme, c'est Jean-Jacques Dessalines. Il est sacré empereur le 2 septembre 1804. Pourquoi? Parce qu'en France, Napoléon est sacré empereur 4 mois avant, le 18 mai 1804. Les conflits entre Noirs et mulâtres, apparus pendant la Révolution de Saint-Domingue, se poursuivent. Après l'assassinat de Dessalines en 1806 par des mulâtres, le pays se scinde en deux. Au nord, vous avez un Noir
qui dirige un royaume dirigé par Henri Christophe. Au sud, une république gouvernée par un mulâtre, Pétion. En peu de temps, Haïti connaît trois systèmes politiques: l'Empire, la monarchie, la République, comme en France. Entre 1804, date de l'indépendance, et 1957, année de l'arrivée de François Duvalier au pouvoir, le pays connaît une grande instabilité. Plusieurs chefs d'État sont renversés ou assassinés. En 1822, le président haïtien Jean-Pierre Boyer annexe la partie hispanophone de l'île qui avait accédé à l'indépendance en 1821. Cette histoire d'ailleurs est encore présente dans la mémoire collective et alimente parfois le racisme anti-haïtien de certains secteurs nationalistes de la société dominicaine. Illustration de la faillite précoce de l'État et de l'impérialisme des États-Unis, Haïti est occupé par la puissance américaine entre 1915 et 1934. Autre signe précoce de la défaillance de l'État, sa soumission à l'armée. Très tôt, l'institution militaire s'impose aux autres institutions, notamment à l'État, qu'elle est pourtant censée servir. En réalité, en Haïti, l'armée naît avant l'État et a souvent cherché à contrôler l'État. Toussaint et Dessalines ont construit une armée pour défendre le territoire contre les troupes napoléoniennes, mais plus tard, après l'indépendance, cette armée sera un État dans l'État. Régulièrement, elle va rappeler aux autorités étatiques sa préséance. La régularité des coups d'État en témoigne. Il n'est alors pas surprenant que les gouvernants successifs aient cherché à la domestiquer. Par exemple, François Duvalier, le dictateur qui a régné de 1957 à 1971, a pris la précaution d'épurer entre guillemets cette armée de ses cadres pour mieux la contrôler. Après le départ en exil de son fils Jean-Claude Duvalier, le 7 février 1986, au moment où on croit à l'avènement de la démocratie, on assiste à trois coups d'État successifs. Le président Maniga est renversé en 1987, 6 mois après son élection, par le général Nanfi, son chef d'état-major. Le général Nanfi sera à son tour renversé quelques mois après par un autre militaire, le général Prosper Avril. En 1990, moins d'un an après son élection, le président Aristide est renversé par le général Cédras. En juin 1996, sous la présidence de Jean-Bertrand Aristide, la dissolution de l'armée haïtienne est finalement prononcée. Cette dissolution de l'armée a vraisemblablement renforcé l'instabilité de l'État et l'insécurité dans la société. L'institution militaire renaît en mai 2017 à l'initiative du président Jovenel Moïse, mais ce rétablissement n'a pas réduit la défaillance de l'État. Reste alors à s'interroger sur les causes profondes de ce qu'il est convenu d'appeler la crise haïtienne, et notamment sur la culture politique qui s'est construite au cours d'une histoire où le rapport de force a souvent prévalu sur la recherche du compromis.